Je suis heureuse de vous retrouver pour cette soirée spéciale consacrée à deux des plus grands hold-up de l'histoire, avec deux documents exceptionnels. Regardez. Juillet 1976, Albert Spaggiari et ses complices s'introduisent dans la salle des coffres de la Société Générale de Nice. 50 millions de francs dérobés en un week-end. Ils ont creusé un tunnel de 8 mètres, un travail titanesque. Sans armes, ni violence, ni haine. L'affaire Spaggiari, c'est le premier document de ce soir. Encore plus fort, à Anvers, en Belgique, 100 millions d'euros de diamants volatiles, des bâtiments les plus sécurisés au monde. Plus de 100 coffres éventrés. Aucun témoin, aucun coup de feu, aucune alarme déclenchée. Mais comment ont-ils fait? Un véritable travail d'orfèvre. C'est dans la deuxième partie de l'émission. Nous sommes le 18 juillet 1976. 50 millions de francs viennent d'être dérobés à la Société Générale de Nice en pleine nuit. Les malfrats laissent une inscription dans la salle des coffres: ni armes, ni violence et sans haine. Pour réussir leur coup, ils se sont donné les moyens. Ils ont travaillé pendant 2 mois dans les égouts pour creuser un tunnel de 8 mètres de long. Le cerveau de la bande s'appelle Albert Spaggiari. Pour la police, il devient l'ennemi public numéro 1. Mais il s'enfuit de manière rocambolesque. Nous avons retrouvé les protagonistes de l'époque. Nous sommes allés tourner dans les égouts de Nice et nous avons reconstitué, minute par minute, le casse, mais aussi l'évasion de Spaggiari. Un document passionnant. Voici le visage d'Albert Spaggiari. En 1976, l'homme est un petit photographe de quartier. Il a 44 ans et s'ennuie ferme. Son quotidien, ses clichés un peu osés pour l'époque, mais surtout des photos de mariage à la mairie de Nice. Rien de très exaltant. Il était photographe, il roulait pas sur l'or, il avait eu l'ambition d'avoir de l'argent, il n'en avait pas. Photographier les mariages et les enterrements, alors ça le barbait. En mal d'aventure, Spaggiari dévore des romans policiers. Et parmi ses lectures préférées, il y a un livre qui va tout déclencher. Son titre, Tous à l'égout. Une histoire de cambrioleur qui, pour dévaliser une banque, passe par les égouts. Alors une idée folle germe dans la tête du petit photographe. Passer de la fiction à la réalité. Sa cible, la voici, la Société Générale, en plein cœur de Nice. Il faut savoir que la Société Générale, c'était la banque de la grande bourgeoisie niçoise, elle était au centre de la ville, c'est là que les grandes familles niçoises mettaient à l'abri, croyaient mettre à l'abri leurs valeurs. Albert Spaggiari cherche alors à obtenir plus d'informations sur le fonctionnement de cette banque. Et grâce à l'une de ses relations à la mairie, il apprend que le système de sécurité de la salle des coffres présente une faille. Ça a été effectivement communiqué par quelqu'un qui était à l'intérieur de la banque, quelqu'un qui avait la double qualité d'être à la fois de travailler à la Société Générale et d'être conseiller municipal de Nice. Et c'est lui qui a dit à Spaggiari qu'il n'y avait pas le système d'alarme dans la Société Générale. Alors pourquoi il n'y a pas le système d'alarme? Cette ancienne et vénérable banque avait des murs très épais, et donc la Société Générale se sentait à l'abri de ce genre de vol. Commence alors pour Albert Spaggiari une longue série de descentes nocturnes dans les égouts de la ville. Il choisit cette entrée à l'abri des regards indiscrets. L'homme arpente durant 6 nuits ce labyrinthe souterrain dans lequel il n'a de cesse de chercher l'itinéraire qui va le mener à la Société Générale. Un jour, il me parle du casse, là, du casse Il m'a dit, écoute, moi j'ai une idée fantastique, dans les égouts, je cherche la Société Générale. Curieux comme il l'était, il a eu l'idée de remonter là. Et de remontant, il s'est aperçu qu'à un moment donné, il s'est dit, tiens, je suis sous la place Masséna. Et il a vu différents conduits. Place Masséna, mais alors à côté, il y a telle et telle banque, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Tiens, on pourrait peut-être rentrer par là. Enfin, Albert Spaggiari a semble-t-il trouvé le parcours qui le mène à la banque.
Il ne lui manque plus qu'une équipe pour faire le casse. Le photographe rencontre alors dans un bar deux petits truands, Alain Bournat et Francis Pellegrin. Ces deux malfrats vont aider Spaggiari à monter une équipe qui sera recrutée dans le milieu de la pègre marseillaise. Il se trouve devant l'impossibilité matérielle de le réaliser lui-même ou avec ses copains. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens techniques, il ne sait pas, il n'a pas la compétence. C'est très difficile. Il faut du matériel, des tonnes de matériel. Et ça, il fallait faire l'avance de l'argent. Donc Spaggiari n'avait pas les moyens, d'une part, et d'autre part, il n'avait pas la compétence, tout simplement. Une fois l'équipe constituée, Albert Spaggiari et ses complices pénètrent dans les égouts. Pour atteindre la banque, le gang des égoutiers part chaque soir de l'entrée du Paillon, une rivière souterraine, qui au bout de 2 km rejoint les égouts de la ville. Puis la quinzaine de cambrioleurs s'engouffrent dans les conduits très étroits des égouts, et cela sur plusieurs centaines de mètres. Un chemin semé d'embûches, c'est ce que confiera Albert Spaggiari un an plus tard à des journalistes. En 10 mètres, en 15 mètres de promenade dans cet égout, on se couvre littéralement de merde. On crache, les premiers jours on crache, parce qu'on a toujours le goût de ce goût-là sur les lèvres, même en fumant une cigarette. Rien ne l'enlève. Vous n'êtes pas chez Chanel, hein. Ça doit pas être agréable tout le temps, hein. C'est épouvantable. C'était en plein mois de juillet, enfin juin-juillet, dans les égouts de Nice, c'était très chaud, il y avait des rats. Des rats, des quantités de rats. Alors là, pas de problème. Pour les rats, le sourire. Affirmatif, le sourire avec les rats. Les hommes sont obligés d'avancer recroquevillés sur eux-mêmes, car il est impossible de se tenir debout dans ce réseau souterrain. Il n'y a qu'à faire le trajet qu'il faisait tous les soirs. Et lorsque j'ai fait ce trajet, je n'avais rien dans les mains, eux étaient chargés comme des ânes. Obligé donc de marcher tout le temps, courbé, avec 50 kilos ou 40% de matériel sur les épaules ou dans les mains. Ça a dû être un enfer, ça a dû être un enfer. On se casse la gueule, on se tape la tête de partout. Enfin, c'est le vrai travail. Lorsqu'ils arrivent devant la Société Générale, il leur faut creuser dans un mur de pierre et de béton un tunnel de 8 mètres pour pénétrer dans la chambre forte de la banque. Un travail de titan. Certains malfaiteurs vont d'ailleurs déclarer forfait. Il y a une première équipe d'égoutiers qui a commencé le travail, donc le tunnel, et qui a renoncé, parce que ils se sont dit on n'y arrivera jamais. Et donc une première équipe s'est découragée, une deuxième a pris le relais. On s'est rendu compte tout de suite qu'il avait fallu au moins plusieurs mois de préparatifs pour arriver à percer la salle des coffres. Ils avaient passé des nuits et des nuits et des nuits à forcer, à creuser, à percer le mur avec des burins, avec des forêts, et ils avaient fait cela à la main. Nous avons passé 10 jours une fois sur un seul rocher. Sous le bitume, des hommes creusent une galerie avec une minutie et un savoir-faire extraordinaire. Des professionnels du terrassement ont certainement dû diriger le chantier. Preuve en sont les planches de bois qui consolident les parois du souterrain. Pour éclairer les travaux, de l'électricité y a même été amenée. Comble du luxe, ils ont installé de la moquette sur le sol pour ne pas écorcher en rampant. Et puis, à la fin de chaque nuit de labeur, le gang des égoutiers fait preuve d'une grande prudence pour ne pas se faire repérer. Il prenait soin, en quittant les lieux ensuite, de calfeutrer l'entrée afin que les égoutiers qui sont amenés à effectuer des rondes dans les boyaux d'égout ne puissent pas repérer une anomalie par une ouverture. C'est un travail de titan qu'ils ont réalisé et bien évidemment, sans glorifier le crime, on peut que rester impressionné par le travail qui avait été accompli. Albert Spaggiari et ses hommes sont fin prêts pour réaliser le casse du siècle. La date est fixée, ce sera le week-end du 16 juillet 1976. Ce vendredi 16 juillet 1976, alors que l'insouciance règne en surface, les cambrioleurs sont enfin venus à bout du mur en béton. Ils vont maintenant pouvoir s'introduire dans la salle des coffres. 4000 coffres. Minimum 50 milliards. On doit pouvoir les ouvrir d'ici, de maintenant,
vendredi soir, 10h, jusqu'à lundi, 5h du matin. Le chef de l'équipe marseillaise me fait une révérence. À vous, maître. À vous. La bonne éducation. Je pénètre dans la salle des coffres, il me suit, on s'embrasse, et nous voilà dans l'antre, dans la carrière, à portée du Graal, le Graal. Les cambrioleurs ont tout le week-end pour dévaliser la banque. Un travail qui s'avère plus long et plus difficile que prévu, mais le crime va finir par payer. Plus d'une demi-heure de travail pour chaque coffre. Il nous a fallu découper chacun des coffres, les montants sur toute sa hauteur, et ensuite forcer à la baramine, à 3 sur une baramine pour arracher la porte. Plouf, la porte s'ouvre, et que ruissellent ce qu'il a appelé des doublons, des escudos, des pesos, des Napoléon III, etc. Et qu'il se saisissait de ces pièces, et comme des gamins se bombardaient à coups de pièces dans une grande joie, hilarité et soulagement. Les hommes se remettent à peine de leur premier succès lorsque soudain ils pensent avoir été repérés. À un moment donné, il y a eu un grand bruit. Ils se sont arrêtés. D'où ça vient? Et un paquet venait de tomber dans l'angle de la pièce. Les malfaiteurs découvrent alors que ces paquets qui les ont tant effrayés sont en réalité les recettes des magasins niçois. Car en surface, les commerçants jettent par une trappe qui mène directement à la salle des coffres des sacs remplis à craquer. 600 millions en beaux billets, ça a été de l'argent que nous avons jeté en l'air. C'était la joie de tout le monde, une danse, une fête païenne avec de l'argent lancé de partout. Et c'était le pied. Le temps passe. Les hommes ont besoin de se reposer mais aussi de manger. Là encore, tout est prévu. Un campement de fortune s'installe en plein milieu de la chambre des coffres. On a dormi, on a mangé, on a bouffé. Heureusement, ça, c'était chouette. Parmi les cambrioleurs, il semblerait même qu'il y ait eu une cuisinière. Et on pense que ça devait être une femme, qui est allée à un moment, une sorte de cantinière, qui était une amie de Spaggiari, ce qui ajoute encore, évidemment, au folklore et pourquoi pas au romantisme de cette histoire. Cela fait maintenant 2 jours que le gang des égoutiers éventre des armoires blindées. Ils en sont à leur 370e coffre, lorsque l'un d'entre eux fait une découverte inquiétante. L'eau a monté un maximum, on ne s'en était pas rendu compte d'ailleurs. On savait qu'il pleuvait, mais sans plus. Les hommes comprennent qu'ils vont se retrouver coincés dans la banque. Alors ils décident d'évacuer les lieux. Malgré la panique, ils prennent le temps de faire disparaître tous les indices qu'ils ont laissés. Pour effacer toutes les empreintes possibles, vider des extincteurs sur les murs, sur les armoires que vous aviez approchées, par terre, de l'eau, de l'urine mélangée. Les truands prennent la fuite avec des dizaines de billets et de bijoux sur le dos. Plus de 3 km de trajet, 3 voyages pour évacuer tout notre trésor. Il nous a fallu marcher dans le courant, dans l'eau absolument jusqu'au cou. Pas de noyade chez nous, mais quelques bonnes tasses bues dans la merde. Les gangsters et leurs butins sont hors de danger. Mais ce départ précipité laisse à Albert Spaggiari un goût amer. Il aurait voulu avoir 3 heures de plus. Ça, je peux vous le dire parce que ça, il me l'a dit. Parce qu'ils ont arrêté, ils ont pas tout fait, ils n'ont pas eu le temps de faire tout ce qu'ils voulaient. C'était d'ailleurs la désespérance d'Albert, de n'avoir ouvert que 370 coffres sur les 4100 qu'il y avait là. Et effectivement, on se rend compte qu'il devait y avoir encore quelques autres milliards. Albert Spaggiari a malgré tout tenu son pari, surpassé le roman policier qui l'avait inspiré, comme le montrent ses annotations qu'il a par la suite inscrites dans l'ouvrage. Quelques jours plus tard, le jour se lève sur la banque. En
En ce lundi matin, le personnel de la banque découvre avec effroi que la porte de la salle des coffres est soudée de l'intérieur. Ils sont alors obligés de percer dans le mur, un orifice tellement étroit qu'un des policiers doit se dévêtir pour pénétrer dans la chambre des coffres. Pour pénétrer ensuite dans la salle des coffres, il a fallu, avec mon collaborateur, pour la petite histoire, que je tombe le costume et en slip, l'arme au poing, et pénétrer dans les lieux. Et là, vision surréaliste. Ce matin-là, les policiers ne peuvent que constater les dégâts et faire l'inventaire du matériel abandonné par les malfaiteurs dans les égouts et dans la salle des coffres. Mais côté indice, c'est plutôt maigre. Il n'y avait pas d'indice, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Quand toutes les constatations ont été faites, quand tout est fait, il n'y avait rien. Rien, sauf un petit mot mystérieux laissé par les cambrioleurs. Un mot, écrit à la main et collé sur une armoire forte, disant « sans armes, ni haine, ni violence ». Il y a cette inscription qui ne ressemble pas à un réflexe de truand, donc tout de suite ils sont décontenancés, quoi. On était un petit peu, interrogatif devant tout ça. Qui a bien pu faire ça? La rumeur d'un cambriolage a déjà fait le tour de Nice. Des centaines de petits porteurs prennent d'assaut la banque. Les policiers doivent canaliser cette foule inquiète pour son argent avant que cela ne tourne à l'émeute. C'est un scandale. C'est que ça s'est passé dimanche. Moi, je pars en voyage, j'ai tout au coffre. Je reproche à la banque de ne pas s'être entourée de toutes les garanties normales et anormales. On a eu un dommage et que ce dommage, après tout, il y a une responsabilité. Cette responsabilité incombe à mon avis. Aussitôt, la presse s'empare de l'affaire. Le cambriolage de Nice devient le casse du siècle. Sensationnel fric-frac de la succursale de la Société Générale à Nice. On parle déjà du cambriolage du siècle. Certains parlent déjà d'un véritable gang des égouts. RTR. Les gangsters auraient volé pour 5 milliards d'anciens francs. Un butin de près de 50 millions de francs, soit l'équivalent de 25 millions d'euros d'aujourd'hui. Certains journalistes n'hésitent pas à tirer un coup de chapeau à ces gentlemen cambrioleurs. Ça a beaucoup plu au public parce que justement, l'image qu'on a donnée, nous les journalistes du CAS, c'était ça, c'était sans violence. Puisqu'il n'y avait pas eu de braquage, il n'y avait pas eu de blessés, il n'y avait pas eu de... Donc ils sont rentrés en douceur. Au fond, il a pris aux riches et aux puissants. C'était vraiment cartouche, Robin des Bois, c'était tout ce qu'on voulait. Et puis la presse aide beaucoup à cette mythologie populaire. Devant tant d'admiration suscitée, les policiers se doivent de réagir et de résoudre au plus vite cette affaire. Le ministre de l'Intérieur convoque tous les policiers, tous les patrons, dit « Messieurs, il faut me trouver ce bonhomme, quoi ». Et chose incroyable, les enquêteurs ne vont pas tarder à se rendre compte que le casse aurait pu être déjoué avant même qu'il n'ait lieu. La scène se passe 10 jours avant le cambriolage. Des gendarmes repèrent dans cette villa 4 hommes à l'allure suspecte. Ils relèvent leur identité, mais faute d'éléments, ils finissent par les laisser partir. Ce n'est que le lendemain qu'un indicateur va mettre en garde les enquêteurs, et voici ce que me dit ce gendarme. Il est venu me voir, et en me disant « Tu as contrôlé 4 individus dans une villa à Castagnier hier soir. Bien, comment tu le sais? Oui, effectivement. Il me dit « Écoute, si tu as leur identité, garde-les bien, parce que ces types-là, ils sont dangereux, et ils préparent un gros coup sur la région. » L'information semble trop vague pour les gendarmes qui ne poussent pas plus loin les investigations sur le terrain. D'autant que les 4 hommes de la villa se sont évaporés dans la nature. 10 jours plus tard, lorsque le casse de Nice fait la une des journaux, l'informateur se manifeste de nouveau. La personne qui s'était adressée à moi la semaine précédente est venue me voir de suite, en disant « Voilà, les gens que tu as identifiés la semaine dernière à Castagnier, c'est eux. » Bon.
Les gendarmes perquisitionnent la villa et trouvent quelques indices qui laissent penser que cette maison aurait bien servi de base arrière aux malfaiteurs durant leurs travaux dans les égouts. Les gendarmes et policiers ont trouvé d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, des cigarettes qui avaient été fumées, les mêmes qu'on avait trouvées dans les égouts et dans la salle des coffres, et surtout des bottes pleines de terre, où l'analyse de la terre a prouvé que c'était exactement la même qui avait été analysée dans les égouts. Ça a été quand même assez clair. Les policiers tiennent dorénavant une première liste de suspects. Seulement, il leur manque toujours le cerveau du casse. C'est finalement Albert Spaggiari en personne qui va commettre une imprudence. C'est en quelque sorte sa mégalomanie qui va le perdre. Il avait quelque part sa petite faille psychologique de dire « je ne peux pas garder ça pour moi, il faut absolument que le monde sache ce que j'ai fait ». Il ne pouvait pas vivre avec l'idée qu'on ne sache pas que c'était lui, parce qu'il se voyait en héros, lui, Spaggiari. Au lendemain du casse, Albert Spaggiari quitte la France pour Washington, aux États-Unis. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il se rend au siège de la CIA, les services de renseignement américains. Et voici ce qu'il fait. Il s'était rendu à la CIA, où il avait offert ses services en tant que spécialiste de cambriolage. Il se faisait fort de cambrioler des ambassades ou tout autre locaux diplomatiques. Il dit voilà, je viens proposer mes services à l'espionnage américain, à la grande centrale de renseignement américain. Il dit mais qui vous êtes ça? Il dit mais c'est le casse du siècle, c'est moi. Et oui, je m'appelle Bert. Il a quand même la prudence de ne pas donner son identité. Immédiatement, la CIA note à la police française. Fort de cette information, les policiers enquêtent et découvrent que le surnom, Bert, correspond en réalité au nom d'Albert Spaggiari, un homme déjà fiché pour des délits mineurs. Pour nous, c'est plus que rocambolesque. Ce n'était pas suffisamment intéressant ni fiable pour qu'il soit incorporé, si vous voulez, dans la vague d'interpellation. Parce qu'on a toujours le sentiment que les grandes choses ne peuvent être faites que par des grands professionnels connus et reconnus. Donc ce Spaggiari, on se dit, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Ce renseignement de la CIA va prendre tout son sens lorsqu'Alain Borna et Francis Pellegrin, souvenez-vous, les deux complices d'Albert Spaggiari, sont interpellés. Ils tentent d'écouler des lingots provenant du casse. Lors de leur interrogatoire, les deux hommes vont se montrer très bavards. J'ai présenté à Francis Pellegrin une planche photographique sur laquelle étaient apposées toutes les photos des personnes qui avaient été interpellées au cours de notre opération. Sur cette planche figurait également la photo d'un certain Spaggiari Albert. Pellegrin a reconnu immédiatement et formellement Spaggiari Albert, l'individu qui lui avait été présenté sous le surnom de Berthe, et qui se disait le promoteur, le serveur. Les policiers n'en reviennent pas. L'auteur du casse du siècle serait en fait un simple photographe de quartier. Il était à peu près 3-4 heures du matin. La nouvelle, si vous voulez, chez les enquêteurs, s'est répandue assez rapidement. Et ce que je peux vous dire, c'est que 3 minutes après, j'avais mon chef direct, j'avais le chef de mon chef direct, et ainsi de suite. Vous comprenez, c'était pour nous, nous touchions but, quoi. Nous avions le cerveau de cette affaire. À ce moment-là, Albert Spaggiari ignore qu'il a été dénoncé par deux de ses complices. Il est toujours convaincu d'avoir réalisé le crime parfait et de ne jamais se faire démasquer. L'homme rentre à Paris. Le 27 octobre 1976, 3 mois après le casse, Albert Spaggiari est arrêté et aussitôt conduit au commissariat de Nice. L'homme commence par nier toute implication dans le cambriolage de la Société Générale, et cela pendant de nombreuses heures de sa garde à vue.
Il est arrêté, il disait pas moi, puis j'ai rien à vous dire, et puis je suis le grand Spadgiari, enfin je joue un petit peu ça. Et puis à un moment, il dit écoutez, de toute façon, moi je veux parler d'une personnalité du ministère de l'Intérieur. Et les policiers vont céder à sa demande. C'est Honoré Gévaudan, une des plus hautes autorités du ministère de l'Intérieur, qui est chargée d'obtenir les aveux d'Albert Spadgiari. Gévaudan avait une pression énorme, parce que dans la mesure où il descend, il va interroger lui-même Spadgiari, alors que c'est le rôle d'abord peut-être mais en aucun cas celui de Gévaudan, il se trouve placé en première ligne par la demande de Spadgiari. Et pour faire avouer le cerveau du casse, Honoré Gévaudan a une idée. Car lors de la perquisition du domicile d'Albert Spadgiari et de son épouse, Audi, les policiers ont fait une découverte de taille. D'emblée, les policiers sont allés rechercher sous un tas de fumier une masse considérable d'armes. Tout un arsenal. 3 ou 4 pistolets et revolvers avec les chargeurs et les munitions. 2 ou 3 pistolets mitrailleurs avec les chargeurs et les munitions. Des bandes de mitrailleuses. Des explosifs. Audi Spadgiari risque tout comme son mari de se faire emprisonner pour détention d'armes. C'est pourquoi les policiers auraient alors proposé à Spadgiari un marché qu'Honoré Gévaudan a. Le deal qui a été proposé à Spadgiari, tes aveux contre la mise hors de cause de ta femme dans l'histoire des armes détenues illégalement donc dans votre villa, dans votre maison commune de Bézaudun. Il y a eu une négociation entre des personnages importants, des policiers et l'intéressé. Alors, pour protéger sa femme, Albert Spadgiari aurait capitulé. Il va finir par reconnaître qu'il est bel et bien le cerveau du casse. L'homme est mis en détention, ici, à la prison de Nice. Mais reste une question. Pourquoi Albert Spadgiari, simple photographe et auteur d'un casse signé ni armes, ni violence et sans haine, possède-t-il chez lui un arsenal aussi important ? Pourquoi Albert a-t-il enterré là? Pour le revendre, première hypothèse, pour financer un réseau, etc. Ou pour préparer le grand jour. Après tout, le grand jour, ça se prépare, aussi bien à gauche qu'à droite. Et pour Albert Spadgiari, le grand jour se prépare à l'extrême droite. Car derrière cette allure bohème se cache en réalité un militant nationaliste, au passé pour le moins agité. L'opinion publique l'imaginait bandit au grand cœur. Albert Spadgiari est en réalité un baroudeur d'extrême droite. Le voici en 1951. Il a 18 ans et s'engage comme parachutiste durant la guerre d'Indochine. Il sera 2 fois blessé et même décoré. Roger Olindre, l'un des dirigeants du Front National, appartenait à l'époque au même bataillon que le soldat Spadgiari. C'était un bon compagnon de combat aussi, on pouvait lui faire confiance sur le terrain. Parce qu'en face, c'était pas les pieds nickelés ou Blanche-Neige et les 7 nains, les Viettes, c'était pas rien. Il disait, Maurice, tu sais, la guerre, tu peux tout faire. Hein. Tu peux tuer, tu peux violer, tu peux brûler, tu peux tout, les grands-mères, les enfants, tout, tu peux... Il y a la guerre, sauf une chose, la perdre. Et il savait de quoi il parlait. Une fois la guerre d'Indochine perdue, il y a une guerre qu'Albert Spadgiari ne veut surtout pas perdre, celle de l'Algérie française. Il entre alors dans les rangs de l'OAS, une organisation clandestine qui lutte contre l'indépendance de l'Algérie à coups d'attentats. Albert Spadgiari ne semble pas y avoir tenu un très grand rôle, même s'il se vante auprès de ses amis d'avoir failli assassiner le général de Gaulle. Il l'attendait sur le parcours avec un fusil à lunettes. C'est bien ce qu'il m'a répété plusieurs fois. Et il a eu un coup de fil au dernier moment, son chef, disant de tout suspendre. Et il a suspendu ça et le général est passé devant lui à quelques mètres, très peu. Il m'a dit
C'est vraiment le regret de ma vie, Il a raconté ça lui-même, mais on n'est pas vraiment sûr que ça existait. Il se la joue un peu, hein, il enjolive. Réalité ou vantardise, cela n'a jamais vraiment été élucidé. En tous les cas, Albert Spaggiari purgera dans les années 60 à la prison de la Santé une peine de 3 ans pour appartenance à l'OAS. Là-bas, il rencontre d'autres membres de l'OAS comme Robert Desroches et Michel Bruzeau. Des amitiés indéfectibles vont alors se construire. Il y a un ciment qui s'est créé. Alors, il n'était plus question d'OAS, mais on respirait le même air, on avait les mêmes réactions vis-à-vis des gens qui nous gouvernent. Alors donc, ça crée un lien. On avait un ennemi formel, unique, seul, c'était bien défini, il y avait pas... C'était... Il y avait des termes... On était en guerre contre les bolchos. Ah, ça, c'était... Quand on avait dit ça, on avait tout dit. Au présidentiel de 1974, Spaggiari soutient Jean-Marie Le Pen, mais il estime à l'époque que son programme n'est pas assez extrémiste. C'était un homme de droite, hein, mais par certains côtés beaucoup plus à droite que nous au Front National. Preuve en est ce que Spaggiari racontera un peu plus tard dans un procès-verbal. Et ses convictions, Albert Spaggiari ne les cache pas, comme le montre le nom qu'il a donné à son domicile. Sa villa s'appelait Les Oies Sauvages, qui était un chant nationaliste allemand. Le S de Oie et le S de Sauvage étaient dessinés comme le sigle SS. Et on a découvert sur place plusieurs portraits d'Hitler, quoi. C'était pas banal, quand même. Son passé, ses amitiés, Albert Spaggiari ne va pas tarder à s'en servir pour tenir en échec la justice française. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Albert Spaggiari est en prison, soupçonné d'être le cerveau du casse de Nice. Et l'homme a une certitude, il ne veut pas y rester. Il avait cette mentalité, j'allais dire, assez simpliste. Quel est le rôle d'un prisonnier, d'après vous? Quel est le premier devoir d'un prisonnier? C'est foutre le camp, c'est s'évader. Il m'avait dit, bon, mais de toute façon, c'est pas toi qui l'as fait, la prison, c'est moi. Et moi, je te dis, je ne supporte pas, je ne supporte plus. Donc, je savais qu'il souhaiterait s'évader. Ainsi, en prévision d'une future évasion, Albert Spaggiari se livre dans sa cellule à des exercices un peu particuliers. Et quand tu es en prison, tu dors, tu te reposes, mais tu fais des pompes. Il sautait de son chalit pour faire des roulés-boulés, tout le temps, quoi. Il était toujours très attentif à être tout prêt à l'action, quoi. Tu te muscles, tu ne te laisses pas encrouter. Parce que demain, si l'opportunité se présente, tu auras besoin de tout ça pour... Albert Spaggiari le sait. Dehors, ses deux amis l'attendent. Il s'agit de Michel Bruzeau et Robert Desroches. Et en souvenir de leur appartenance à l'OAS, ils ont conclu un pacte. Immédiatement, j'ai appelé Bruzeau et je lui ai dit, tiens, il faut que nous fassions évader Spaggiari. Ah, il me dit, t'es fou, tout ça. Je lui ai dit, je me souviens que Spaggiari m'a dit, tu me dirais ou pas, si l'un de nous deux avait un avatar de ce genre, il promettait de l'aller l'arracher. Ah, il m'a dit, oui, c'est vrai. Et je dis, ben voilà, on va arracher. Les deux amis de Spaggiari ont décidé de le faire s'évader du bureau du juge d'instruction. C'est la solution qu'ils estiment la plus pacifique. De toutes les hypothèses, j'ai choisi celle-là. Et puis je suis parti parce qu'elle me paraissait la seule. Autrement, il fallait attaquer le quart de gendarmerie à la grenade. C'est quand même... Ouais, il y a un petit hiatus. Et puis en même temps, j'étais heureux parce qu'on continuait le sans haine et sans violence. C'est pourquoi on l'a fait sans armes aussi, cette évasion. Robert Desroches fait donc parvenir à Albert Spaggiari, en prison, le plan de l'évasion. Je lui avais fait rentrer quand même une photo de l'extérieur, hein, il l'avait. J'avais fait rentrer une photo de l'extérieur, la fenêtre,
la rue, j'avais mis exactement le nombre de mètres et un croquis pour faire une silhouette, une araignée qui descendait en 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus, fois. C'est aujourd'hui, 10 mars 1977, que l'évasion doit avoir lieu. Les deux acolytes de Spaggiari se dirigent vers le palais de justice. Chacun se met à son poste. Michel Bruzo fait mine de trafiquer le moteur de sa moto. Robert Desroches joue les badauds. Il fait les 100 pas. De son côté, Albert Spaggiari a un problème à résoudre. Il doit à tout prix se débarrasser des policiers présents dans le bureau du juge et qui restent à ses côtés lors de son interrogatoire. Pour cela, il va obliger Richard Boisis à l'auditionner sans surveillance. Il raconte beaucoup de choses sur ce qu'était le personnel politique local dans les années 70 et avant 70. Et évidemment, dans le but de préserver le secret de l'instruction, je ne pouvais pas admettre que des policiers soient dans mon bureau. Le juge a peur des oreilles indiscrètes. Il décide donc de faire sortir les policiers. Albert Spaggiari et ses deux complices à l'extérieur ont dorénavant le champ libre, ou presque. Car dehors, sur le trottoir, Madame Boisis, la femme du juge d'instruction, interpelle son mari. Sa femme fait coucou, 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 et la fenêtre s'ouvre. Je vois un monsieur, j'ai appris après que c'était le juge, qui parle avec sa femme et une petite fille qui devait sortir de l'école. Et puis Spadge qui se lève, qui entend coucou, une nana qui fait coucou, il est en prison, il regarde une nana, c'est normal, il se lève. J'ai jeté un coup d'œil dans la rue et que j'ai aperçu mon ami sur le trottoir d'en face, qui attendait. Et je vois son visage qui s'éclaire, quoi, voilà. Le juge referme la fenêtre. Albert Spaggiari comprend qu'il va bientôt devoir passer à l'action. D'ailleurs, son avocat perçoit un changement dans l'attitude de son client. Il était fébrile. Il avait même la main qui tremblait. Je tremble comme une feuille morte. Il faut vraiment... Il me faut respirer. Quand j'ai peur, je respire, bien sûr. Et je lui avais dit, qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Et il était toujours très gentil avec moi. Et là, il m'avait répondu très sèchement, fous-moi la paix, mets-toi ce qui te regarde. C'était inhabituel. Albert Spaggiari doit maintenant trouver un subterfuge qui va lui permettre de s'approcher de la fenêtre. Il dit, monsieur le juge, pour vous faciliter la tâche, je vous ai préparé un plan des égouts pour montrer par où on est passé. Il vient un gribouillis. Il vient jusqu'à quelques centimètres de mon bureau et il me pose sur mon bureau 3 feuillets. Je lui dis, mais ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens, ce que vous me montrez n'a pas de sens. Et je déplace un feuillet, je le mets à la place du précédent. Il me dit, c'est bon, je les regarderai à tête reposée. Il les plie, les jette à côté de lui. Je lui dis, oui, c'est ça, et gardez-les bien précieusement en souvenir de moi. Il me dit, quoi? Brutalement, il s'est jeté sur la fenêtre, il l'a ouverte. Et là, d'un seul coup, place, l'ouvre, enjambe et saute. Faut le faire. C'est le vide. Richard Boisis tente de le rattraper en vain. Le juge opte alors pour une méthode plus radicale. Là, j'ai, de manière d'un geste irréfléchi, jeté, poussé dans le vide. En me disant, puisqu'il veut se sauver, il va se sauver, mais je vais lui casser une jambe ou il va se casser les reins. Malgré tout, Albert Spaggiari réussit à se réceptionner 7 mètres plus bas sur le toit de cette voiture. Il a fait un roulé-boulé, parfait. Il s'est relevé en disant « Ray-Ban », c'est tout ce qu'il a dit, il a ramassé ses Ray-Ban. L'on a vu Albert qui se tournait vers nous assez souriant et nous faisant au revoir. Et le juge, je le voyais, je n'ai pas été spectateur longtemps, mais je l'ai vu, qui criait « Vas-y, on te va te gérer !» Il était complètement à fond.
Bien sûr, j'étais totalement surpris, paniqué, un petit peu sérieusement désappointé. C'est une formule qui me paraît légère. Mais il avait réussi à me berner. J'ai eu une espèce de remords, de trahir mon petit. Je l'aimais bien, mon petit. J'ai une sensibilité exacerbée, vachement intéressant. Lui m'aimait bien aussi. Mais ma foi, mieux les remords que les regrets, n'est-ce pas? Albert Spaggiari est conduit par Michel Bruzeau dans une planque située dans le quartier du Vieux-Port. Robert Desroches les rejoint. Les trois hommes peuvent enfin savourer une victoire. Après, on s'embrassait comme des tantes. Tellement on était heureux. Quelle réussite de sortir un copain de tôle. Il n'y a rien de plus gratifiant, ça vaut tous les bâtons du monde. Pour avoir organisé cette évasion, Robert Desroches et son acolyte risquaient 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais ils n'ont jamais été inquiétés et aujourd'hui il y a prescription. Spaggiari qui se fait la belle, c'est un nouveau rebondissement dans cette affaire déjà plus que rocambolesque. Spaggiari, une évasion sans faille, 1000 policiers à ses trousses. La plupart des routes de la Côte d'Azur sont surveillées, des barrages ont été établis. Pendant près de 12 ans, Spaggiari va parvenir à échapper à la police, et cela grâce à cette femme, sans qui rien n'aurait été possible. Rester à Nice devenait trop dangereux. Alors quelques jours après son évasion, Spaggiari décide de monter à Paris. C'est ici qu'il va faire la connaissance d'Emilia de Sacco, une femme qui va lui permettre d'échapper à la police. Il s'est donc retrouvé à Paris dans un appartement qui avait été prêté par une jeune femme qui était décoratrice. Et il a séduit cette jeune femme. Et c'est là où s'est produit le déclic entre Emilia et Albert. Et c'est une histoire d'amour d'adolescent, parce que elle plaque tout, quoi, pour partir avec lui. Très vite, Albert Spaggiari et sa compagne Emilia de Sacco s'envolent pour le Brésil. Seulement les deux amants ont de sérieux problèmes d'argent, car les complices de Spaggiari ne lui ont jamais restitué la totalité de sa part du butin. Sur les 47 millions de francs du CAS, seuls 3 millions lui sont revenus. Cavale, vous savez comme moi que, enfin tout le monde sait que c'est pas cadeau. Les planques, les bagnoles, les faux papiers, mais enfin tout ça coûte des sous. Alors, Albert Spaggiari va trouver un moyen pour gagner sa vie. Il va vendre son image à des grands hebdomadaires d'information. L'homme monnaie des interviews, déguisé et grimé, il se laisse photographier tour à tour en avocat, en SDF, en Père Noël et même en Rasta. La France entière rit de ce grand guignol qui nargue les gendarmes. Mais tout cela ne suffit pas à subvenir à ses besoins. Spaggiari va donc se faire financer une partie de sa cavale par ses amis d'extrême droite. Alors moi, les 2 fois où je l'ai vu, je lui ai porté de l'argent. Ah oui, pourquoi vous lui avez porté de l'argent? Parce que les amis m'avaient donné de l'argent pour lui donner, voilà. Donc c'était encore la solidarité? Oui, c'était la solidarité, mais enfin, c'est pas... Mais ça fait partie de nos traditions, ça aussi, c'est... je vous dis, les anciens indos, c'était quelque chose, c'était pas rien, voilà. Malgré tout, l'argent vient à manquer. Le couple Spaggiari de Sacco s'installe donc au début des années 80 dans un chalet complètement perdu dans les montagnes d'Italie du Nord. C'est le début d'une vie plus modeste et plus tranquille, voire même ennuyeuse pour Albert Spaggiari. C'était quand même une vie d'ermite, c'était une vie très, très retirée. Mais il s'ennuyait à mort. Spaggiari était un homme qui voulait vivre tout le temps, trépidant, voilà, c'est tout, c'est ça, l'essentiel. Albert Spaggiari en a assez de cette vie casanière. Alors après 10 ans de cavale à vivre caché, le fugitif va prendre des risques.
Presque 11 ans se sont écoulés depuis le casse et Spaggiari court toujours. Ce 1er mai 1907, c'est la traditionnelle fête du Front National et parmi les manifestants, il y a Maurice Rollet. Je me rappelle un jour, il y avait une manifestation de Le Pen aux Tuileries. Estrade, du bleu, blanc, rouge partout, Le Pen, qui faisait des grands gestes, enfin son cirque habituel. Nous ne voulons pas d'une Europe multiraciale. Et dans la foule, tout d'un coup, on me tape sur l'épaule. Je vois un mec avec un petit chapeau, genre un petit chapeau tyrolien comme ça, un peu rabattu, les lunettes de soleil. Il me dit, c'était Spaggiari. C'était Truffet de Poulet, c'est sûr, qui était là pour regarder, photographier. Il était au milieu, enfin, merde, on va... Vous l'avez pas dit, vous l'avez pas dit, c'est ça? Mais si, j'ai dit, mais t'es malade d'être là. Il me dit, bon, non... Ce sera l'un des derniers pieds de nez de Spaggiari à la police. Quelques mois plus tard, Albert Spaggiari tombe gravement malade et c'est ce qui pouvait lui arriver de pire. Car se faire hospitaliser, c'est forcément courir le risque de se faire démasquer. Pourtant, dans cette clinique de la région parisienne, un médecin accepte de le soigner. Ce médecin qui va se mettre hors la loi n'est autre que Maurice Rollet, en souvenir de leur passé commun. On a refait des radios et c'est là qu'on a vu la pêche. On dit, bon, là, c'est pas une bronchite. Hein. C'est pas un gros rhume. C'est plus grave. Albert Spaggiari a un cancer du poumon. Son ami médecin décide de l'opérer dans sa clinique sous une fausse identité. Ce sera Romain Clément. Mais malgré l'opération, il est déjà trop tard. Albert Spaggiari est condamné. Il me dit, tu vois, les Viettes m'ont pas eu, mais le crabe va me bouffer. Hein. Il savait que de toute façon, à terme, il était cuit. Et je crois qu'il en avait quand même... Il affichait une certaine sérénité. Le 17 décembre 1988, un prêtre accepte d'unir à l'église de Saint-Cloud, en région parisienne, Albert Spaggiari, malade, et sa compagne, Emilia de Sacco. C'est un après-midi à 5 h où j'étais là. Et il est venu avec sa compagne, ils étaient d'ailleurs assez endimanchés tous les deux. Il était crevé, complètement crevé. Et il m'a dit, on vient de se marier. Vous allez vous marier? Il me dit, oui, on s'est mariés religieusement. Un mariage qui sera de courte durée. Le 8 juin 1989, 6 mois seulement après son mariage, Albert Spaggiari meurt dans les bras d'Emilia de Sacco. La compagne du gangster décide alors de quitter le chalet suisse où il vivait et d'accomplir un dernier périple en hommage à son clandestin défunt. Son amie, Emilia de Sacco, qui m'a dit « Maître, Albert vient de mourir ». Et elle m'a ajouté « Nous allons le ramener chez lui ». Chez lui, c'est à Hyères. C'est dans ce camping-car qu'Emilia de Sacco va ramener le corps d'Albert Spaggiari en France. Elle a placé le corps sur le lit du camping-car. Une cigarette au cadavre dans la bouche. Il avait toujours demandé à sa mort qu'on l'habille avec son treillis. Et elle m'a dit le treillis lui allait comme lorsqu'il avait 20 ans. Emilia de Sacco attend la nuit pour prendre la route. Elle se sent étrangement sereine lorsqu'elle passe la douane. Car pour la première fois depuis 12 ans, elle n'a plus peur que Spaggiari se fasse arrêter. Il s'était dit en arrivant à la frontière franco-italienne, lorsque le m'a demandé si j'ai quelque chose à déclarer, je vais lui dire Spaggiari. Mais quand elle est arrivée, c'était le petit matin, il pleuvait. Et le douanier ne lui a rien demandé, il lui a simplement fait signe de passer. Donc elle est passée. Emilia de Sacco arrive enfin à Hyères. Elle dépose le corps d'Albert Spaggiari devant le domicile de sa mère pour que celle-ci puisse une dernière fois voir son fils. Ainsi, Emilia de Sacco a accompli les dernières volontés de son mari.
C'est elle qui a mis le mot fin à une histoire qu'il avait commencée lui, et c'est elle qui l'a terminée, aussi d'une façon aussi romantique que lui il avait commencé. Le lendemain matin, après 12 ans de cavale, Albert Spaggiari fait son dernier tour de piste médiatique. La mort d'Albert Spaggiari. Le cerveau du casse du siècle à Nice en 1976 a été retrouvé mort hier. Il est mort d'un cancer, il avait 57 ans. Après 12 années de cavale, il est donc revenu mourir chez sa mère. Albert Spaggiari est enterré le plus officiellement du monde le 14 juin 1989 à Laragne, dans son village natal des Hautes-Alpes. Sa femme, Emilia de Sacco, assiste incognito à ses funérailles. De loin, elle voit passer le fourgon, le convoi. Elle avait suivi tout ça à l'intérieur du camping-car. Et qu'elle est restée dans ce camping-car jusqu'aux obsèques de Spaggiari. Même s'ils sont très nombreux à assister aux obsèques de Spaggiari, la plupart de ceux qui l'ont aidé en cavale ne viendront pas se recueillir sur sa tombe, de peur de se faire arrêter. Je suis même pas allé sur la sienne parce que c'était encore chaud, donc je pensais que les poulets devaient être là. Alors je l'ai enterré ici, dans ma cuisine, quoi. Voilà. Les garçons comme Spaggiari font beaucoup le mot. Aujourd'hui encore, 15 ans après la disparition d'Albert Spaggiari, des jeunes militants de groupuscules d'extrême droite se réunissent régulièrement sur sa tombe pour commémorer la mort de celui qu'ils considèrent comme un héros. D'un casse à l'autre, je vous propose de poursuivre cette soirée avec l'un des plus gros hold-up de l'histoire. Nous sommes à Anvers, en Belgique, capitale mondiale du diamant, au cœur d'un quartier hautement sécurisé, sous surveillance constante d'un réseau de caméras et de patrouilles de police. Stupeur, en ce 15 février 2003, un gang s'est introduit dans la plus grande salle des coffres au monde et s'est volatilisé avec un pactole, près de 100 millions d'euros en diamants. Mais comment les malfaiteurs sont-ils parvenus à déjouer les systèmes de sécurité et à éventrer 100 coffres-forts en l'espace d'un week-end? Nous allons vous faire revivre ce casse minute par minute, grâce notamment à une reconstitution en images de synthèse totalement inédite du Diamond Center. Le casse d'Anvers, un vrai travail d'orfèvre. Anvers, capitale mondiale du diamant. En ce lendemain de week-end, la ville se réveille à peine. Dans le quartier des Diamantaires, les bâtiments n'ont pas encore ouvert leurs portes. C'est le cas du Diamond Center, un immeuble banal, en apparence seulement. Le Diamond Center, c'est un immeuble de 10 étages. La façade n'est pas vraiment impressionnante. Mais en fait, c'est le plus grand complexe de tout le quartier des Diamantaires. Ce sont des courtiers, des grossistes, des négociants en diamants qui louent des bureaux dans ce Diamond Center pour leur négoce. Il est 7 h en ce lundi matin quand le gardien du Diamond Center prend son service. À cette heure-là, l'immeuble est encore vide. Comme tous les jours, l'homme va parcourir les étages un à un. Tout semble parfaitement calme. Rien à signaler. Tout est normal et il ne voit rien d'anormal non plus sur les écrans de contrôle. Puis le gardien du Diamond Center se dirige vers le deuxième sous-sol. C'est là que se tient la salle des coffres de l'immeuble.
monde avait un coffre-fort dans cette salle de coffre-fort avec les stocks dedans, avec la fortune de ce diamantaire dedans. Cette salle, pour nous, était une salle sécurisée, tout à fait, avec une porte, avec alarme, une salle de coffre-fort comme dans une banque, comme il se doit. Il y avait vraiment une impression de sécurité à 100%. Jamais les locataires n'auraient pu imaginer ce que le gardien du Diamond Center allait pourtant découvrir en ce lundi matin. Le gardien a découvert un chaos complet. Une espèce de capharnaüm, d'écrins, de boîtes, de papiers, de documents, ils ont tout jeté par terre. Le concierge m'a dit c'était comme si un cyclone était passé ici, avait tout jeté par terre. Immédiatement, le gardien appelle la police. Et ce sont les inspecteurs de Brucker et Pace qui vont être chargés de l'enquête. Au moment où on a vu le chaos dans la salle des coffres, on a tout de suite compris que c'était grave. 109 des 189 coffres ont été entièrement vidés. Les malfaiteurs ont trouvé sur place une telle quantité d'argent et de pierres précieuses qu'ils n'ont pas pu tout emporter. Du coup, lorsque les inspecteurs pénètrent dans la salle des coffres, il reste au sol une petite fortune. Il y avait de l'argent par terre, il y avait des diamants par terre, des bijoux, des montres. Ils avaient tellement trouvé que je crois que ça dépassait leurs espérances et ils devenaient négligents, quoi. Un enquêteur m'a dit qu'avec tous les objets de valeur qui étaient restés là par terre, 3 personnes auraient pu ne plus rien faire pendant le reste de leur vie. Lorsqu'ils découvrent à leur tour le capharnaüm qui règne sur place, tous ceux qui possèdent un coffre dans le Diamond Center sont sous le choc. Nous-mêmes, nous avions 3 coffres en bas. Dans les 2 premiers, il y avait tout le stock du bureau, mais il ne nous est rien resté. Mais si je vous dis rien, c'est rien. C'était une situation dramatique pour plusieurs personnes. Ma première réaction, lorsque je suis descendu, je me suis mis à rire. Ce n'est pas un coffre qui a été ouvert ici, c'est une telle multitude de coffres qui a été ouvert durant un week-end. C'est ce qui a provoqué mon rire. C'était un rire nerveux, bien évidemment, puisque nous étions victimes nous-mêmes donc du casse. Énorme casse ce week-end dans le quartier des Diamantaires à Anvers. Des dizaines de coffres ont été vidés de leurs diamants. Des coffres vides, des diamants qui se sont... La police belge, qui ne dispose pour l'instant d'aucune piste sérieuse, s'efforce encore de déterminer le... En quelques heures, la nouvelle de l'incroyable cambriolage qui vient de se produire se répand. Il faut dire qu'on parle très vite de quelques 100 millions d'euros dérobés. Tout de suite, on a su que ça allait être énorme. Il y a des personnes qui parlent de 100 millions d'euros. Il y a d'autres qui parlent de 400 millions d'euros. À Anvers et en Belgique, on parle tout de suite de casse du siècle. Un casse d'autant plus incroyable qu'il a lieu dans ce quartier réputé inviolable, véritable plaque tournante mondiale du diamant qui chaque jour brasse des millions de dollars. Ici, tout le monde connaît ces 3 petites rues ultra sécurisées qu'on appelle le kilomètre carré du diamant. C'est un peu le Fort Knox d'Anvers. On a fait des investissements pendant des années, des investissements pour augmenter la sécurité. Il y a plus de 80 caméras dans ces 3 rues. Il y a des hommes policiers, 30 hommes policiers en uniforme mais aussi civils. Pour la toute grande majorité des gens, en tout cas, ça paraissait inimaginable. C'était quelque chose d'absolument inimaginable. Mais il s'est avéré que la surveillance était, après tant d'années, devenue une routine. Personne ne pensait que ça pourrait arriver, ben c'est arrivé.
L'impossible était devenu possible. Au moment où on découvre la salle des coffres éventrée, ce que tout le monde ignore, c'est que les voleurs de diamants, eux, sont sur la route depuis plusieurs heures déjà, direction l'Italie. Qui sont-ils? Comment ont-ils pu réussir un tel casse dans cet endroit réputé inviolable? L'enquête ne fait que commencer. Cela fait 2 heures que le casse a été découvert. Et l'enquête s'annonce très difficile. Car il n'y a pas eu d'effraction, pas d'alarme déclenchée, pas de témoins, pas même d'images de vidéosurveillance. Personne ne s'est aperçu de rien. Il faut dire que le quartier est quasiment vide tout le week-end. Dans le bâtiment, il n'y avait pas d'effraction. Le système de sécurité de la salle des coffres n'était pas endommagé non plus. Au contraire, il fonctionnait encore. Tout ce que les enquêteurs ont à leur disposition, c'est cette salle des coffres dévastée. Alors c'est là-dessus qu'ils vont tout miser. On approche cette scène de la même façon qu'on approche une scène de meurtre. Donc on doit sécuriser la zone immédiatement pour relever les indices, comme des empreintes digitales ou de l'ADN. Quand on trouve des pieds de biche, du fil métallique, on sait que cela n'a rien à faire dans une salle des coffres. Alors on en déduit que ça appartient aux cambrioleurs. Et on peut espérer qu'en les analysant, on trouvera des indices. L'enquête de police a à peine débuté que les enquêteurs vont bénéficier d'un coup de chance inespéré qui va permettre à l'enquête de faire un bond considérable. On a eu une sacrée chance. Ce qui est certain, c'est que sans cette découverte, la police n'aurait eu aucun indice. Et cette histoire serait probablement restée un énorme mystère. Nous voici à une trentaine de kilomètres du Diamond Center, en direction de Bruxelles. Comme tous les matins, Auguste Van Camp fait le tour de ces terres situées juste au bord de l'autoroute. Bien loin du monde feutré du diamant, la passion de M. Van Camp, c'est la chasse. Et s'il y a bien quelque chose qu'il déteste, c'est trouver des détritus dans son bois. Ça arrive de temps en temps qu'on balance un sac d'ordures depuis l'autoroute. Du coup, je fais régulièrement une ronde de contrôle. Et ce lundi matin, ce ne sont pas des ordures comme les autres que M. Van Camp va découvrir sur son domaine de chasse. Là, j'ai vu de loin des sacs poubelles là, derrière les buissons. Quand j'en ai ouvert un, dedans, j'ai trouvé un fil de fer. Et puis, des billets de banque déchirés. Nom de Dieu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il a tout de suite constaté que ce qui était dans le sac n'était pas normal. Il a appelé la police et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait résoudre le plus gros casse de l'histoire. Au même moment, au Diamond Center, la police est toujours en plein travail afin de relever d'éventuelles empreintes et traces d'ADN. On était en train de travailler dans la salle des coffres depuis seulement quelques heures quand on a déjà eu un premier message qui disait que des indices avaient été trouvés dans un bois. Et puis on a fouillé dans ces poubelles, on les a analysées. Et après coup, on a vraiment réalisé que c'était une caverne. On a trouvé du scotch qu'on a également trouvé dans la salle des coffres, des petites émeraudes, des enveloppes déchirées avec de l'argent et des enveloppes à diamants qui portaient le nom du Diamond Center. Monsieur Van Camp a en effet mis la main sur une mine d'or pour les enquêteurs. Dans ces sacs poubelles, tout ou presque sera utile à l'enquête,
des restes de nourriture au matériel directement relié aux casses. Mais il y a surtout 4 indices qui mèneront directement aux malfaiteurs. Tout d'abord, un document déchiré qui, une fois reconstitué, révèle un nom, celui d'une société, Damoros Preziosi. Juste en dessous, il y a une adresse, 911 Skupstraat, soit l'adresse justement du Diamond Center. Dans un premier temps, les enquêteurs se disent qu'il doit s'agir d'un document volé lors du casse. C'est d'abord ce qu'on a cru jusqu'à ce qu'on découvre que la compagnie en question avait bien un coffre dans la chambre forte. Le coffre en question n'avait pas été ouvert par les cambrioleurs. Donc, on s'est dit tout de suite que le directeur de cette société était probablement impliqué. Par l'intermédiaire de Damoros Preziosi, on a su très vite qu'on parlait de son gérant, Leonardo Notarbartolo. Apparemment, il avait un bureau et un coffre dans le Diamond Center. Il semble que ce soit un Italien qui louait ce bureau depuis quelques années déjà. On a constaté très vite que ce n'était pas un diamantaire ou un joaillier ordinaire. Et quand on a demandé à nos collègues italiens de nous en dire plus sur son passé, ils ont été immédiatement en mesure de nous dire qu'il avait un passé criminel. Notarbartolo avait été signé dans le cadre d'un trafic de drogue. Il a été arrêté en Italie et il avait aussi commis quelques vols de voitures. Mais dans le dossier de Notarbartolo, il y a surtout une condamnation qui va intéresser de très près les enquêteurs belges. Il avait effectivement été condamné une fois il y a longtemps en Italie pour un vol de diamants. Premier indice, premier suspect sérieux, Leonardo Notarbartolo. Deuxième indice capital retrouvé dans les poubelles, une carte de visite déchirée, celle d'un certain Elio Donorio. Ça nous a permis d'avancer. Donorio était également connu en Italie comme un spécialiste en électronique. Monsieur Donorio était en fait spécialisé dans les systèmes de sécurité. Deuxième indice, deuxième suspect, Elio Donorio. Toujours dans les poubelles, il y a aussi ce ticket de caisse, daté de la veille du casse. Il provient d'une grande surface de bricolage de l'enseigne Brico, dans la banlieue d'Anvers. La police prend contact avec le responsable du magasin Brico. Et l'un des employés se souvient effectivement de 2 personnes qui s'étaient renseignées sur un appareil à souder. En effet, la semaine avant, il y avait 2 hommes qui sont venus acheter vers 17h30 du matériel. Ils avaient acheté entre autres du scotch, des pieds de biche, enfin, pas mal de matériel. Ils ont posé des questions aussi, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'était bizarre, oui. C'était probablement du matériel dont ils avaient encore besoin pour le casse. Malheureusement, dans ce brico, il n'y avait pas de vidéosurveillance, donc pas d'image. Mais heureusement, un des employés du brico a été capable de dresser un portrait robot. Et quand on a comparé ce portrait robot avec la photo d'Elio Donorio, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie ressemblance. L'étau semble donc se resserrer autour d'un petit groupe d'Italiens connus des services de police. Un dernier indice retrouvé dans les poubelles va mener à un 3e homme. Il s'agit de cet autre ticket de caisse. Celui d'un supermarché de l'enseigne Deleuze, dans lequel les malfaiteurs ont fait des provisions, quelques jours avant le casse. Et quand on a vérifié la date et l'heure où ces choses ont été achetées dans ce supermarché, on a pu retrouver les cassettes enregistrées par les caméras de surveillance.
Et là, sur ces cassettes, on a vu apparaître un visage. Et quand on a demandé à la police italienne de l'identifier, ils ont été en mesure de nous dire qu'il s'agissait de Finotto. Ferdinando Finotto n'en serait pas à son coup d'essai, parce qu'il est déjà suspecté d'avoir essayé à Anvers, quelques années auparavant, de faire un casse dans la filiale de la banque KBC. Mais le casse avait échoué. Finotto a un troisième suspect, lui aussi connu des services de la police italienne. Grâce aux indices relevés dans les poubelles, les enquêteurs belges ont donc déjà identifié 3 hommes qui apparemment se connaissent. Des analyses de réseaux de téléphones portables révèlent un 4e nom, Pietro Tavano, un ancien carrossier, spécialiste en mécanique et sans surprise, déjà condamné en Italie. Comme les 3 autres, il ferait partie d'un groupe de malfaiteurs baptisé l'École de Turin. On peut les appeler une organisation criminelle ou un gang, mais en fait, c'est plutôt un groupe d'amis. Ce sont des bijoutiers, ce sont des serruriers, des spécialistes en informatique. Ce sont des gens avec une formation qui ont étudié et mettent leurs connaissances en commun pour réussir des coups. Ces gentlemen cambrioleurs sont déjà soupçonnés par la police italienne d'avoir commis plusieurs vols, et à chaque fois sans violence, sans effraction. Ce sont des personnes qui ont des connaissances. On peut parler d'intelligence. Ils ont surtout les compétences pour neutraliser des systèmes de sécurité. Mais ces gens sont spécialisés dans les casses difficiles et spectaculaires. Ils sont spécialisés dans les bijoux, les diamants. Ils font donc des casses que tout le monde pensait totalement impossible à réussir. En quelques jours, les enquêteurs ont donc déjà 4 suspects. Ils soupçonnent Notar Bartolo d'être le cerveau du groupe et ils vont bientôt découvrir, stupéfaits, qu'il préparait son coup depuis plus de 2 ans. Tout commence à la fin de l'année 2000. Notar Bartolo, modeste bijoutier italien, membre de l'école de Turin, au casier judiciaire chargé, décide d'aller s'installer à Anvers. Sa cible, le Diamond Center, l'immeuble qui possède sans doute la salle des coffres la plus fournie du quartier des Diamantaires. Sa tactique, l'infiltration. Son but, c'était d'entrer dans le bâtiment, avec la technique du cheval de Troie. Voici comment Notar Bartolo va parvenir à s'infiltrer dans le Diamond Center en toute légalité. D'abord, il va réussir à louer un bureau dans l'immeuble. Pour cela, il prend rendez-vous avec la gérante des lieux. Il s'est présenté comme un bijoutier, ce qu'il était. Il avait une bijouterie à Turin. Il se présente comme un commerçant respectable et il a même présenté un joli dépliant. Il s'est vraiment fait passer pour une personne en qui on pouvait avoir confiance. Et si la gérante ne se doute de rien, c'est que Monsieur Notar Bartolo a l'air d'un homme sympathique et particulièrement avenant. Il ressemble à un Italien normal, bien habillé, élégant, bel homme, plutôt quelqu'un sur qui on se retourne. L'administration du bâtiment a loué à quelqu'un d'inconnu parce qu'il se prétendait être du métier sans qu'ils aient fait le moindre contrôle. Ça semble un peu bizarre, mais bon... L'industrie du diamant n'a pas le pouvoir de vérifier le passé judiciaire de quelqu'un. Tout ce qu'ils auraient pu faire, c'est vérifier en Belgique, mais pas en Italie. Or, en Belgique, il n'a jamais été condamné.
Pire encore, on va aussi accorder à Notar Bartolo un coffre au deuxième sous-sol, ainsi qu'une place de parking, soit un accès libre au bâtiment tout entier. Il a loué un bureau dans ce bâtiment, en plein centre du quartier des Diamantaires, tout simplement pour faire du business de diamants et de bijoux entre l'Italie et Anvers. Ça, c'est pour la version officielle. Mais le problème, c'est que les enquêteurs se rendent compte que sa société, d'Amoros Preciotti, n'est même pas inscrite au registre du commerce. Pendant 2 ans, Notar Bartolo, d'ailleurs, ne va faire aucune transaction, aucun négoce. Mais ça, personne ne le vérifie. Il a le droit de louer un bureau. Il n'y a pas de contrôle derrière pour savoir si réellement il fait du business ou non. En tout cas, il n'en fait pas. Mais il est... Pendant plus de 2 ans, Leonardo Notar Bartolo vient très régulièrement, chaque mois, mais en toute discrétion. Je n'ai jamais vu ni croisé. Je ne sais pas de quoi il a l'air. Je ne voyais pas du tout qui c'était. Entre collègues, on s'est demandé, est-ce que tu connaissais, est-ce que tu l'as vu? Non, personne ne l'a vu, personne ne le connaissait, il travaillait avec personne. Ma fait est, c'est qu'il existait ici et qu'il avait un bureau. Si personne ne le voit, en revanche, lui voit tout. S'il est là, c'est pour repérer. Rien ne lui échappe. Je pense que s'il venait ici, c'était surtout pour faire de la surveillance et durant de très nombreux mois, il a pu voir les habitudes des uns et des autres ici. Il avait le temps de regarder tout ce qui se passait dans le quartier, où étaient les caméras dans l'immeuble. Sa seule raison d'être dans cet immeuble, c'est de trouver comment forcer le système de sécurité. Notar Bartolo est un professionnel. Il va même jusqu'à découper sa sacoche pour y cacher une petite caméra. En fait, il filmait le couloir et la salle des coffres, l'ascenseur, tout ce qu'il y avait dans le bâtiment, pour avoir une idée très précise de cet endroit, voir où tout était placé. Avec Fidalliance, plus on a de contrats, plus on a d'avantages. J'ai toujours su que la fidélité finirait par l'emporter. Une preuve de plus qu'Alliance s'engage. Avec le programme de fidélité Fidalliance, vous êtes récompensé dès la première année. Alliance, avec vous de A à Z. Ah, mais les opérateurs téléphoniques, quand tu arrives en fin de contrat, alors là, ils t'appellent. Oui. Dès que tu veux changer une option sur ton abonnement, allez hop, c'est reparti pour 24 mois. Ah oui, oui. C'est quand même pas normal que les anciens clients soient moins bien traités que les nouveaux, non? Et les gars? Chez SFR, nous vous avons écouté et nous avons créé les formules carrées. Plus que des nouveaux forfaits, une nouvelle relation. Plus simple, plus claire, plus carré. Les formules carrées, on part de vous et ça change tout. Yves Rocher, se réinventer chaque jour. Yves Rocher, numéro 1 de la cosmétique en France. Vos enfants sont différents. Ils n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas les mêmes envies. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Ne faites plus de compromis. Chez Quick, vous avez le choix. Magic Box, le menu des 3-8 ans avec Batman pour se transformer en justicier masqué. Et Wings Club pour devenir la plus belle des fées. Menu Top, le menu des 9-12 ans avec des accessoires smiley trop stylés. À collectionner pour le plaisir de tous. Le meilleur pour vous, chaque jour. Des Anneaux, version longue, dans une édition exceptionnelle de 15 disques. Le Seigneur des Anneaux, la trilogie version longue, enfin en haute définition. Manala, entre toutes, c'est la plus romantique. Elle aime la poésie avec de belles rimes. Véronique, artistique, mélodique, tout en musique. Elle est mélancolique, mystique, onirique,
n'est jamais chaotique. Elle est angélique, magique, magnifique, Véronique. Découvrez Carpe Diem, l'album de Tini. Inclut le tube J'aimerais trop. Tini, l'album découvert de l'été à prix spécial. Pour un bébé en pleine santé, il y a Blédilet. De la vitamine C et du fer associés dans une formule exclusive pour un fer mieux absorbé. Blédilet au VitaFer parce qu'un bébé en pleine santé est un bébé heureux. Avec Blédilet Croissance, vérifiez que bébé a assez de fer sur blédina.com. Blédina, du côté des mamans. Enchanté les gars, voici Paul. En DVD et Blu-ray, mais le feu, un extraterrestre vraiment trop cosmique. C'est trop facile. Paul atterrit chez vous en DVD et Blu-ray. Moi, c'est Michel, et eux, ce sont mes amis. Je vais créer mon album photo de nos vacances. Je fais glisser mes photos. Je choisis mes fonds, mes mises en page. C'est mon album photo. Et regardez ça. Voilà un livre qui nous ressemble. Monalbumphoto.fr, mon plus beau cadeau. Découvrez grâce à un conseiller astral la durée de vie de votre couple. Envoyez durée au 74 200. Largo Winch revient dans une nouvelle aventure explosive. Vous êtes clairement manipulé. La question, c'est par qui? Plus d'action, plus de suspense. Largo Winch 2, le choc action de l'année. Maintenant, Blu-ray, DVD et coffret collector. Il y a du nouveau pour le croustillant de vos céréales. Activia inversé, plus fluide qu'un yaourt et plus onctueux que du lait, c'est la nouveauté qui va faire croustiller vos petits déjeuners. Et découvrez le nouvel Activia inversé nature 0%. Coopérez ou mourrez. Resident Evil The Mercenaries 3D sur Nintendo 3DS. Hey, c'est l'anniversaire de Lisa, on lui offre des claquettes, t'en es? Ouais. Ah mince, c'est ballot, j'ai oublié mon portefeuille. Plus besoin de portefeuille. Non. Avec Quixo, payez vos amis avec votre numéro de mobile. Quixo, le paiement so quick. Profitez de 4 000 € de reprise Argus sur la série spéciale Family. Ça me manquait. Rien ne vaut le confort d'un matelas Ikea. Ikea. Pendant ces 2 années de repérage, et sans que personne ne s'en rende compte, Leonardo Notarbartolo va dresser un inventaire précis de tous les systèmes de sécurité du quartier et du bâtiment qu'il devra bientôt déjouer. Sa première difficulté, c'est l'entrée du Diamond Center. Il remarque qu'elle est située juste à côté du poste de police qui garde l'entrée du quartier. À l'entrée de la Scoopstrat, il y a un poste de police. Et là se tiennent en permanence 2 agents, 24 heures sur 24. Et c'est à peine à 30 mètres de l'entrée principale du Diamond Center. Ce poste de police active ses plots qui permettent de réglementer l'accès des voitures au quartier. On ne peut pas rentrer avec sa voiture sans badge ou sans que la police ne sache qui on est. Tous les courtiers, les grossistes qui viennent dans ce quartier sont en fait archi-surveillés de l'extérieur, dans les rues. À l'intérieur des immeubles aussi, la sécurité est maximum. Pour rentrer au Diamond Center, il faut un badge électronique en bonne et due forme. Et un système de vidéosurveillance enregistre chaque allée et venue.
Au Diamond Center, il y a des sas d'entrée où il y a un concierge et un portier en permanence. Il y a une dizaine de personnes en service qui assurent la sécurité. Il y a des caméras partout, photographiées du matin au soir. Quant à la chambre forte, située au 2e sous-sol, ce sont les gardiens qui, en semaine, ouvrent la porte aux diamantaires qui possèdent un coffre. Le week-end, en revanche, l'accès y est formellement interdit. La salle des coffres-forts était fermée du vendredi soir, 19h, jusqu'au lundi matin, 7h. Pendant ces 2 jours, le système de sécurité paraît particulièrement inviolable. Ainsi, à supposer qu'on parvienne à atteindre le petit hall devant la salle des coffres, on se retrouve nez à nez avec une porte blindée de 61 cm d'épaisseur. C'est une porte qui ne peut s'ouvrir qu'avec une clé spéciale, qui se compose de 2 parties. Un simple passe-partout ne suffit pas, et on ne peut pas la contrefaire. D'autre part, pour ouvrir cette porte, il faut aussi un code connu uniquement des gardiens. Et de toute façon, le week-end, des détecteurs de toutes sortes empêchent quiconque d'approcher. Il y a un détecteur de mouvement, un détecteur de chaleur et un détecteur de lumière. Cela veut dire que si on allume la lumière, il y a une alarme qui se déclenche. Et de la même manière si on se déplace, et ainsi de suite. Et puis il y a une dernière alarme imparable qui se trouve sur la porte elle-même. Cette alarme-là est activée par des serrures magnétiques. Dès que la porte s'ouvre, le contact est interrompu et l'alarme se déclenche. Enfin, derrière la porte, il y a une grille qu'il faut ouvrir avec une clé. C'est alors seulement que l'on pénètre dans le Saint des Saints, 189 coffres remplis de diamants, eux-mêmes protégés par des serrures et des codes. Autant dire que le butin paraît inaccessible, d'autant que le week-end, toutes les issues du Diamond Center sont bloquées. Mais il en faut plus pour décourager Leonardo Notarbartolo. Pendant ces 2 ans, il a observé et appris tant de choses dans ce quartier et dans cet immeuble qu'il a surtout appris qu'il ne pourrait pas tout faire tout seul, qu'il y avait des spécialités qu'il ne maîtrisait pas. C'est pour ça qu'il a composé un groupe où chacun dans son domaine pouvait apporter ses compétences pour réussir le casse. Notarbartolo fait donc appel à de vieilles connaissances pour constituer une équipe à la hauteur de l'objectif. Donorio Finotto Tavano et quelques autres spécialistes encore le rejoignent à Anvers la semaine qui précède le jour J. Et voici maintenant comment ces hommes vont déjouer tous les systèmes de sécurité du Diamond Center et réaliser ainsi le casse du siècle. Le gang a fixé la date du casse au samedi 15 février 2003. Et c'est un choix qui n'a pas été fait par hasard. Comme chaque année ce jour-là, la ville d'Anvers a les yeux tournés vers le rendez-vous sportif de l'année. L'événement sportif du jour, ce sera la demi-finale au tournoi de tennis d'Anvers, un match qui opposera Justine Henin à Kim Clijsters. Ce n'était pas un week-end comme les autres. C'était les Diamond Games, un fameux tournoi de tennis féminin à Anvers. Tout le monde a regardé les Diamond Games. Donc, il n'y avait personne dans le quartier. Le quartier des Diamantaires, d'habitude déjà très calme le week-end, est donc ce samedi-là carrément désert. Les policiers sont bien à leur poste à l'entrée de la rue, mais à l'intérieur du Diamond Center, il n'y a personne. Il n'y a aucun surveillant dans le Diamond Center du vendredi soir au lundi matin 7h. Pendant le week-end, on faisait confiance aux détecteurs et aux alarmes. Il n'y avait personne pour regarder les moniteurs de contrôle,
dans le poste de commande. Donc les images étaient bien enregistrées, mais personne ne pouvait réagir s'il y avait quelque chose de suspect sur ces images. C'est dans la soirée de samedi que Notar Barthelot et ses complices ont choisi de pénétrer dans le bâtiment. Et pour ne pas risquer d'être vus par les policiers en faction, ils ont repéré une entrée beaucoup moins exposée que l'entrée principale. La voici. C'est celle du parking. Le système de sécurité peut être très bon, mais s'il y a un maillon faible, il est évident que les malfaiteurs vont se concentrer sur ce maillon faible. Et là, en l'occurrence, c'était le parking. Le week-end, le parking est pourtant protégé par un volet en fer, mais les cambrioleurs ont bien préparé leur coup. Quelques jours plus tôt, un des complices est rentré dans le Diamond Center grâce au badge de Notar Barthelot. Et une fois dans le parking, il a trafiqué le système d'ouverture du volet. Il s'est laissé enfermer une nuit pour étudier et examiner les fréquences de l'ouverture de la porte. Et fabriquer lui-même une sorte de télécommande qui pouvait ouvrir le garage à distance de l'extérieur. Il est environ 22 heures. Dehors, Tavano fait des rondes dans le quartier. À quelques rues de là, Finotto écoute les fréquences de la police. Grâce à la télécommande trafiquée, Notar Barthelot et 3 autres complices pénètrent dans le bâtiment. Ils se rapprochent maintenant de la salle des coffres. Une fois qu'on est à l'intérieur du bâtiment, on peut bouger plus ou moins librement dans les couloirs, et ce, même jusqu'à la porte de la salle des coffres. Là, devant la porte de la salle des coffres, l'équipe de Notar Barthelot se retrouve face à toutes les alarmes. Seulement, ils n'ont rien laissé au hasard. La veille du casse, Notar Barthelot avait en pleine journée profité d'une visite à son propre coffre pour désactiver 2 systèmes d'alarme. Il a neutralisé le détecteur de chaleur en mettant de la vaseline. C'est un baume refroidissant qui fait que la température reste inchangée et que le détecteur ne se déclenche pas. Le détecteur de lumière, lui, était scotché, donc il ne pouvait pas se déclencher non plus. Quant au détecteur de mouvement, c'est maintenant qu'ils vont le neutraliser, à l'aide d'une simple boîte en polystyrène coincée par un manche télescopique. Ce sont des choses très simples en effet. Encore faut-il le savoir. Moi, je n'aurais jamais su qu'il fallait mettre une boîte en polystyrène, par exemple. Mais eux le savaient. Tous les détecteurs sont désormais neutralisés. Il faut maintenant s'attaquer à la porte. Première étape, l'alarme magnétique. Les malfaiteurs vont aimanter ensemble les 2 plaques, puis les dévisser. Ainsi, les plaques restent solidaires, même si on ouvre la porte. L'alarme ne se déclenchera pas. Puis, pour ouvrir cette porte blindée, rappelez-vous, il faut encore une clé et un code. Pour la clé, Notar Barthelot et ses complices n'auront pas à aller chercher bien loin. La clé était cachée dans un petit local à côté. Et ça, Notar Barthelot l'avait découvert pendant ses préparatifs. Ils n'auront aucun mal à forcer la petite boîte en métal qui cache la clé. Mais cela ne suffit pas. Ils ont besoin également du code. Et pour cela, Notar Barthelot a joué une carte incroyable quelques jours auparavant. Notar Barthelot a posé une petite caméra au-dessus de la porte. Et c'est comme ça qu'il a pu enregistrer le code. La porte ouverte, les cambrioleurs forcent la grille à l'aide d'un pied de biche. Ils l'ont acheté, rappelez-vous, quelques jours plus tôt, au magasin Brico. Ils peuvent maintenant s'attaquer aux 189 coffres. Des coffres dont Notar Barthelot a pu observer le mécanisme à sa guise pendant des mois.
Il a pris des photos de son propre coffre et puis il les a envoyées à ses amis en Italie. Comme ça, ils ont pu étudier comment il fonctionnait. Et puis ils ont fabriqué un outil spécial pour forcer les serrures de ces coffres. Un outil dont les enquêteurs retrouveront certains morceaux dans la salle des coffres et d'autres dans les poubelles. Ils pourront le reconstituer et voici à quoi il ressemble. Selon des experts, ça prenait à peine 1 minute par coffre. Il suffisait de mettre dans la serrure l'outil spécial fabriqué sur mesure, de tourner comme une sorte de tire-bouchon et de forcer la porte. Un à un, les malfaiteurs vont vider les coffres et trier ce qu'ils vont emporter. Ce qui a le plus de valeur, bien sûr, mais aussi ce qui est le plus facilement revendable. Des gars qui font un casse pareil, quand ils se rendent compte qu'il y a des parures, ils pensent automatiquement que ces parures, il y a des photos de ces parures, ou bien ces parures sont connues, etc. Donc on a vu traîner des parures, et non seulement les parures traînaient, mais elles étaient piétinées. On estime qu'ils sont restés environ 5 heures dans la salle des coffres, avant de partir. On pense qu'ils ont dû s'arrêter et quitter la pièce, non pas parce qu'ils avaient peur d'être pris, mais parce qu'ils étaient déjà trop chargés et ils ne pouvaient pas porter davantage de butin. Pour eux, c'était la caverne d'Ali Baba. Et ils ont trouvé là beaucoup plus qu'ils n'avaient imaginé, même dans leurs rêves les plus fous. Avant de quitter les lieux, les voleurs pensent à tout et n'oublient pas un dernier détail d'importance. Tout ce qu'ils ont fait a été filmé. Mais pendant leur préparation, ils avaient repéré où étaient toutes les cassettes enregistrées dans le local du portier. Et les bandits sont repartis avec le butin et en emportant toutes les cassettes de vidéosurveillance qui avaient filmé le casse. Les 4 hommes sortent du Diamond Center par où ils sont rentrés, c'est le parking. Ils s'engouffrent dans la voiture de Finotto venue les attendre. Cela paraît inimaginable, mais l'opération est réussie sans qu'aucune alarme ne soit déclenchée et à l'insu des policiers qui se tiennent à 50 mètres à peine. Ils sont partis chez Notaire Bartolo, partager le butin. Ils ont ouvert toutes les petites enveloppes. Ils ont réuni tous les diamants sur une table. Ils ont fait des tas et ils ont partagé. Ils ont mis dans des sacs poubelles tout ce qui était compromettant chez Notaire Bartolo. Et ils sont partis. Au petit matin le dimanche, les malfaiteurs tous en vers séparément. Direction le sud, l'Italie. Ils viennent de réussir le plus gros casse de tous les temps, le casse parfait. Et pourtant, c'est maintenant qu'ils vont commettre des erreurs. Tout d'abord, c'est sur ce chemin que l'un d'entre eux va se débarrasser des fameux sacs poubelles. Tout le monde commet des erreurs. Peut-être que notre sécurité n'était pas en ordre ce temps-là, que bon, le Diamond Center a commis des fautes, je ne sais pas, mais heureusement pour nous, les voleurs aussi ont commis des fautes. C'était presque parfait, jusqu'à ce qu'ils jettent leurs déchets dans le bois, ce qui est incompréhensible. La seconde erreur sera commise quelques jours plus tard. Le vendredi, suivant le casse, Leonardo Notarbartolo décide en effet de revenir à Anvers. Et chose incroyable, il retourne sur les lieux du crime. On ne s'attendait vraiment pas à ce que Notarbartolo revienne dans la même semaine. On commence l'enquête le lundi et le vendredi, il revient sur les lieux des faits. Ça, on ne s'y attendait pas du tout. Mais il faut dire que Leonardo Notarbartolo ne sait pas qu'il est recherché. La police est restée très discrète sur son enquête.
Et puis, s'il revient sur les lieux, c'est qu'il ne veut surtout pas que son absence attire les soupçons. De toute façon, il devait revenir au Diamond Center parce que grâce aux informations données par les badges d'entrée, on allait bien finir par se poser des questions sur les locataires qui n'étaient pas encore revenus depuis le casse. Ce vendredi en fin d'après-midi au Diamond Center, Leonardo Notarbartolo fait même du zèle. Il va s'inquiéter du vol auprès de la gérante de l'immeuble. 5 jours après le casse, Notarbartolo s'est repointé au Diamond Center en demandant, il a eu le culot de demander si son propre coffre avait été fracturé. La gérante reconnaît le suspect numéro 1, mais n'en laisse rien paraître. Elle prévient la police. Les enquêteurs, évidemment, vont aussi le reconnaître, mais ils ne l'arrêtent pas immédiatement. Car ils vont lui tendre un piège. Pour nous, c'était vraiment important de savoir ce qu'il venait faire à Anvers. On savait juste qu'il avait un bureau au Diamond Center. On imaginait qu'il louait un appartement, mais on ne savait pas où, et on cherchait à le savoir. Alors, dans un premier temps, on ne l'a pas traité comme un suspect, mais comme une victime du casse. Et on lui a demandé où il habitait. Une fois seulement que Notarbartolo a livré l'adresse où il habite, les policiers l'arrêtent. Avec lui, ils se rendent à l'appartement. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Au moment où les collègues arrivent à l'appartement avec Notarbartolo, des gens sont en train de vider les lieux. En effet, la femme de Notarbartolo ainsi qu'un couple d'amis sont en train de déménager l'appartement. Et notamment un tapis. Pas n'importe quel tapis. Et les policiers ont même retrouvé le tapis qui était sous la table, sur laquelle visiblement ils avaient partagé, rangé les diamants, comportait encore des petites pierres et des petits diamants dessus et des poussières de diamants. Mais aussi une petite émeraude, identique à celle retrouvée dans les poubelles du bois près de l'autoroute. Et ce n'est pas tout. Dans l'appartement, les policiers vont découvrir bien d'autres indices encore. Dans l'appartement, on trouve aussi des bouteilles d'eau, du pain, un certain nombre de produits qui étaient aussi dans les sacs poubelles qu'on avait retrouvés dans le bois. Il y avait entre autres un sandwich au salami à moitié mangé dans l'appartement. Et l'autre moitié, on l'avait déjà retrouvé dans les sacs poubelles du bois. On retrouve ainsi des similitudes entre les indices laissés dans l'appartement, dans les poubelles et dans la salle des coffres. Pour les enquêteurs, le triangle est complet. Notarbartolo ainsi que sa femme et ses 2 amis sont arrêtés et mis en examen. Mais le cerveau présumé ne va pas s'avérer très coopératif. Cette même nuit, Notarbartolo a été interrogé. Il était très calme, très gentil, mais à partir de ce moment-là, en tant que suspect, il a décidé de garder le silence. Il m'a affirmé qu'il n'était pas impliqué. Notarbartolo est derrière les barreaux moins d'1 semaine après le casse. En revanche, ses complices, identifiés par la police grâce aux poubelles, sont eux toujours dans la nature. Quant aux diamants, ils ont bel et bien disparu, même si, un instant, la police a cru retrouver leurs traces. Après l'arrestation de Notarbartolo, les enquêteurs belges envoient leurs collègues italiens perquisitionner le domicile turinois du suspect numéro 1. Et dans le coffre de la maison, ils vont découvrir des diamants, accompagnés de leur certificat. Pas de doute, ils proviennent du casse.
Quelques diamants étaient retrouvés chez lui, en fait dans sa maison à Trnava, à côté de Turin. 17 diamants. Mais 17 diamants, c'est rien par rapport à l'ensemble de l'intégralité du butin. Bien sûr, si vous comparez ça au montant total du butin, c'est une partie infime. C'est presque rien du tout par rapport à ce qui a été volé, qui était absolument gigantesque. Même si la découverte est anecdotique, cela constitue une preuve de plus contre Notarbartolo. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, les carabinieri prennent les diamants en photo mais ne les confisquent pas. Le temps que la police belge se déplace à son tour, évidemment, les diamants ont disparu. Ils ont tout simplement disparu. Est-ce que c'est une blague belge ou une blague italienne? J'en sais rien. En tout cas, la police italienne n'a pas été très coopérative. C'est ce que tout le monde dit ici à Anvers. Ils n'ont pas vraiment coopéré. Les diamants ont disparu, les complices aussi. Notarbartolo est bien la seule piste que les enquêteurs belges ont réussi à remonter jusqu'au bout. Alors certains se posent une question. N'aurait-il pas tout simplement cherché à se faire arrêter, histoire de ralentir l'enquête? Pour moi, Notarbartolo a tiré la courte paille. Il a été désigné pour partir au front, tout préparer, se faire remarquer, laisser des traces et aller en prison. La prochaine fois, ce sera un autre. C'est comme ça que ça marche dans ce genre de groupe. Je pense que ce monsieur-là n'était qu'un lampiste dans le système, en tout cas. Cerveau ou lampiste, en attendant le seul du gang à comparaître devant la justice, c'est Leonardo Notarbartolo. Deux ans après le casse, Leonardo Notarbartolo est présenté devant la justice belge. Sa femme et son couple d'amis arrêtés en même temps que lui sont acquittés, faute de preuves. Quant à Donorio, Finotto et Tavano, qui n'ont toujours pas été retrouvés, ils sont jugés par contumace. Notarbartolo, lui, n'a pas changé sa ligne de défense. Il était calme. Il n'était pas très expressif. Il ressemblait à un gentleman. Petites lunettes, cheveux courts. Il présentait bien. Il ne ressemblait pas au criminel qu'on voit par ici d'habitude. Tout s'est déroulé très calmement. C'était un homme très tranquille pendant tout le procès. Pendant le procès, Notarbartolo n'a rien dit. Il a dit que ce n'était pas lui, mais n'a rien dit d'autre. Mais même sans aveu, les preuves contre Notarbartolo et ses trois complices en cavale sont suffisamment nombreuses. Quand on est allé au tribunal, il y avait tellement d'éléments à charge contre Notarbartolo, Finotto, Tavano et Donorio qu'il n'y avait absolument aucun doute sur le fait qu'ils étaient les auteurs du casse. Le tribunal a confirmé et les a condamnés. Notarbartolo et ses trois complices sont en effet jugés coupables. Pour Notarbartolo, c'est la peine maximale, 10 ans et une amende de 2 millions d'euros. 10 ans, c'était la peine maximale. Normalement, c'est 5 ans maximum pour un vol, mais en tant que chef d'une organisation criminelle, c'est 10 ans. Même si beaucoup pensent que 10 ans, c'est pas assez. Les autres, sauf ceux qui ont été acquittés, ont pris 5 ans et une amende de 5 000 euros. On est vraiment parti de l'idée que le cerveau de l'organisation était Leonardo Notarbartolo. Après avoir purgé sa peine, Leonardo Notarbartolo a été libéré en mars 2009. Elio Donorio, finalement arrêté et extradé en décembre 2007, a lui aussi purgé sa peine. Il a été libéré la même année que Notarbartolo.
Tout comme Finito et Tavano, libérés en 2009, 2 ans seulement après leur incarcération dans une prison italienne. L'Italie ne les a jamais extradés. Ils restent donc passibles de 5 ans de prison s'ils tombent dans les mains des autorités belges. À ce jour, à part les 17 diamants photographiés chez Notar Bartolo juste après son arrestation, aucune autre pierre n'a été retrouvée. Et il paraît clair qu'elles ont disparu à jamais. Où est la marchandise? Personne n'en sait quoi que ce soit. Elle a certainement été vendue rapidement. Vous savez, un diamant se revend très vite. Chaque diamant, évidemment, est unique, mais il suffit d'une petite retaille. Si vous changez une pierre si une pierre pèse 5 carats 10 et que vous la donnez à un lapidaire, il va vous en faire une 5 carats 3, c'est plus la même pierre. Ce sont des professionnels, ce ne sont pas des amateurs, ce sont des gens qui savent quoi faire avec. Ils ont vendu ça quelque part dans le monde. Vous savez, le monde est grand. Aujourd'hui, 8 ans après le casse du siècle, les assurances ont dédommagé en partie les locataires du Diamond Center. Des diamantaires qui, pour la plupart, ont changé leurs habitudes. Nous ne coffrons plus en bas. Tout est ici au bureau, sous caméra, sous coffre, avec alarme. On n'avait plus confiance après ça. Plus personne ne descend. Mais vraiment, plus personne ne descend. Et il y a des coffres-forts qui sont tout à fait utilisables en bas, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne descendent plus là en bas, en fait. Depuis cette affaire, la sécurité du quartier des Diamantaires a été largement renforcée. Ce qui n'a pas empêché pourtant, en 2007, un homme de dévaliser seul sans effraction les coffres de cette banque. Elle est située seulement à quelques mètres à peine du Diamond Center. Merci de nous avoir suivis pour cette soirée spéciale consacrée au casse du siècle et très bonne fin de soirée sur M6. Kidnapped, tout de suite sur M6.